Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Jean-Claude Génaud, je suis écologue, vice-président de Forêts Sauvages et rédacteur en chef de la lettre Naturalité. J'ai plein d'autres engagements, mais c'est ceux-là que je vais mettre en avant. Et donc, je vous invite à une conférence pour parler un petit peu de ce que j'ai appelé le réveil du sauvage. Voilà, on vit dans un contexte de peur de la nature, d'obsession du contrôle, et d'exploitation effrénée du monde vivant. C'est pourquoi, pour moi, la préservation de la nature sauvage, c'est quelque chose de primordial. C'est presque un réflexe salutaire qui devrait nous permettre de nous rendre compte que la nature n'a pas besoin de nous, mais que c'est nous qui avons besoin d'elle. On va d'abord commencer par, évidemment, des éléments de terminologie et de définition. Le mot sauvage, étymologiquement, il se dit sylvaticus en latin, dérivé lui-même de silva. Silva, c'est la forêt. Donc on voit tout de suite le lien qui existe entre un milieu et cette terminologie du sauvage. Quand on regarde les définitions de sauvage, même déjà dans des vieux dictionnaires du 19e, se dit de certains animaux qui vivent dans les bois. Donc on a bien la confirmation du lien forêt-sauvage. Mais ça se dit aussi de lieux incultes et inhabités. Donc on peut aussi penser que l'océan, la haute montagne, les déserts inspirent aussi le sauvage. Évidemment, le sauvage ne se rapporte pas qu'à des espèces vivantes non humaines. On parle aussi de sauvage pour l'humain, de gens plutôt farouches, insociables, solitaires, voire misanthropes. Et aussi quelque chose de plus désagréable, puisque au mot sauvage est souvent relié la violence, la cruauté, et ce qui faisait dire à l'écrivain Bernard Clavel, pour le mot sauvage, de ce mot d'amour, les hommes qui sont les pires brutes de la création en ont fait un mot de haine. Malgré cela, bon, sauvage reste quand même une terminologie qui parle forcément aux gens différemment selon leurs propres opinions, selon leurs propres idées et perceptions. Alors, l'antonyme de sauvage, donc, c'est domestique. Donc, sauvage s'oppose à domestique. Dans l'Amérique du XVIIe siècle, les colons européens, quand ils sont arrivés, ils considéraient pas seulement les bêtes des bois et des forêts qui étaient sauvages à cette époque comme des espèces sauvages, mais aussi les Amérindiens. Et il suffit de voir quels qualificatifs étaient employés pour les identifier, et on comprend tout de suite évidemment la rupture qu'il pouvait y avoir entre les gens qui se disaient civilisés et entre guillemets les Amérindiens considérés par eux comme des sauvages. Alors on les considérait comme insubordonnés, licencieux, oisifs, polygames, païens, sans état, superstitieux, enfin vous voyez la liste est longue. Et même les Européens qui vivaient à leur contact, qu'on appelait les coureurs des bois, qui étaient soit des guides, soit des trappeurs, étaient également considérés comme des sauvages. Il y a d'autres terminologies dérivées du sauvage. D'abord, la sauvagerie, c'est le caractère d'une personne sauvage. Et là, clairement, ce qui ressort, c'est l'aspect de la cruauté, de la violence. Et même, sauvagerie a souvent comme synonyme quasiment la barbarie. Hein. C'est d'autant plus étrange que barbare, étymologiquement, ça veut dire étranger. Mais alors, on comprend mieux, effectivement, la difficulté que les gens ont à accepter les étrangers. Il y a le terme sauvageon. Sauvageon se dit d'un arbre non greffé ou d'un jeune assez farouche qui grandit sans éducation. Tout le monde se souvient du fameux Enfant sauvage, le film de François Truffaut. Et aussi que certains ministres de l'Intérieur français ont qualifié les jeunes des banlieues de sauvageons. Après, vous avez sauvageté, alors un étrange néologisme qui est passé au journal officiel en janvier 2017 et qui se dit du caractère, enfin c'est le caractère d'un espace naturel que l'homme laisse évoluer librement sans intervention, et par extension cet espace lui-même. Il faut bien dire qu'il n'a absolument pas pris ce néologisme. Je rencontre très peu de gens dans le monde de la conservation de la nature, les gens qui sont attachés à ces questions du sauvage, qui emploient cette terminologie. On verra d'ailleurs un peu plus tard qu'il y a un terme bien plus approprié pour qualifier des zones qu'on laisse, entre guillemets, qu'on abandonne à la libre évolution. Le philosophe américain Paul Shepard considère que le sauvage, la sauvagerie, c'est quelque chose qui est en nous. C'est une forme d'héritage génétique, on peut le dire.
parce que l'homme porte en lui les racines du monde sauvage des origines. Il a vécu, Homo sapiens a 300 000 ans, il a vécu la plupart de sa longue vie dans le monde sauvage, en l'occurrence dans la période du Pléistocène et même le début de l'Holocène jusqu'à la fameuse révolution néolithique. L'ethnologue Sergio Della Bernardina pose la question: est-ce qu'il existe une graduation dans le sauvage? Est-ce qu'on est sauvage ou pas sauvage du tout? Ou est-ce qu'il y a une graduation? Et lui voit effectivement une graduation dans la mesure où on a plus ou moins des espèces manipulées par l'homme. Et il prend l'exemple par exemple de la cigogne à qui on fait perdre son instinct migratoire, ou alors du sanglier qui est croisé avec un cochon et qui devient un cochon-glier. Et pour lui, ces deux espèces sont moins sauvages que la cigogne qui migre et que le sanglier qui vit seul dans la forêt. On a un très bon exemple de graduation dans le sauvage avec le chat domestique, mais nourri, mais qui conserve son instinct de prédateur. Lui-même, s'il devient sauvage, s'il devient un chat féral, on appelle ça un chat arrêt, évidemment, se trouve être un animal encore plus sauvage que le chat domestique. Et puis ensuite, si on pousse le curseur, on arrive réellement à l'espèce chat sauvage, une espèce à part entière, Felis sylvestris, dit encore chat forestier, ce qui prouve d'ailleurs qu'il vit effectivement bien en forêt, mais qui se croise avec des chats domestiques. Ce qui fait craindre aux scientifiques spécialistes de l'espèce qui perdent un peu, on va dire, les caractéristiques de son patrimoine génétique. Mais d'autres scientifiques pensent que ce n'est pas la constitution qui peut permettre de graduer le sauvage, le degré de sauvage chez une espèce, mais c'est plus le contexte de son développement. Et pour ça, le bon exemple, c'est l'arbre qui pousse seul dans un jardin. Eh bien, on va considérer qu'il est beaucoup moins sauvage que le même arbre qui pousse dans une vieille forêt, parce qu'on leur a retiré finalement de son contexte écologique et évolutionniste ancestral. C'est évident que l'arbre qui pousse seul dans le jardin, il n'a pas coévolué avec d'autres arbres, des champignons, des animaux, etc. Quelles sont les vertus du sauvage? Le sauvage a des vertus, mais qu'en pensent un certain nombre de philosophes, un certain nombre de naturalistes? Alors j'en ai choisi 6, 3 en haut qui sont des anglo-saxons. On va commencer à gauche par Henri David Thoreau, écrivain, naturaliste, pionnier de la désobéissance civile. Et pour Thoreau, la sauvegarde du monde réside dans le sauvage. Voilà, c'est sa phrase clé, une phrase assez importante quand même. Ensuite, au milieu, vous avez Aldo Léopold. Alors, Thoreau a vécu au XIXe siècle, hein, Léopold au XXe, forestier, écologue et pionnier de la wilderness américaine. Pour lui, la nature sauvage est un lieu d'humilité. À droite, l'écrivain et enseignant Wallace Stegner, grand défenseur de la nature sauvage. Pour lui, comment dire, la, le, ah, se couper du sauvage, voilà, se couper du sauvage pour lui, c'est prendre le risque de perdre son humanité. C'est aussi une phrase assez forte, quoi. Pour lui, il relie effectivement notre humanité, c'est aussi d'avoir un élan vers le sauvage. En bas, 3 francophones. À gauche, l'artiste, philosophe et naturaliste Robert Renard, qui est suisse, et qui nous disait: un jour viendra, et plus vite qu'on ne le pense, où le degré de civilisation se mesurera non à l'ampleur, à l'emprise que nous avons sur la nature, mais au contraire à la qualité et à la quantité de nature, c'est-à-dire l'étendue et la sauvagerie de nature qu'elle laissera subsister. Au centre, Vincent de Victor, scientifique et philosophe. Pour lui, le concept de nature sauvage est extrêmement et indispensable parce que cette notion permet de borner, d'opposer et de vraiment avoir une réflexion forte sur la nature. D'ailleurs, pour lui, revendiquer et promouvoir l'importance du sauvage, c'est adopter une vision non anthropocentrée de la nature. Enfin, le dernier, c'est Rodolphe Christin, il est essayiste, il est sociologue, et il nous dit que le sens du sauvage, eh bien, c'est une forme de liberté, c'est aussi un moyen de respecter tous les êtres vivants, humains non humains, et c'est effectivement aussi un moyen de dissidence face à ce qu'il appelle l'administration de la planète. Parce qu'on rencontre
encore des gens qui vivent coupés de la civilisation, vraiment de façon sauvage? Aujourd'hui, non. Mais on considère que le dernier tribu, le dernier clan qui a été découvert vraiment alors qu'il vivait à l'âge de pierre et sans contact aucun avec la civilisation, date de 1938, où effectivement des scientifiques américains ont découvert dans une vallée perdue de Papouasie-Nouvelle-Guinée une telle tribu qui effectivement découvrait pour la première fois, entre guillemets, les Occidentaux. Mais il peut s'avérer que certaines personnes vivant dans la civilisation, à travers certaines circonstances, se sont retrouvées de nouveau à vivre, entre guillemets, comme des sauvages. C'est le cas en bas à gauche du soldat japonais Hiro Onoda, qui a vécu 34 ans seul dans la jungle d'une île des Philippines, refusant de croire à la fin de la guerre, à la Seconde Guerre mondiale, évidemment. D'ailleurs, un film lui a été consacré en 2021 qui s'appelle Onoda, 10 000 nuits dans la jungle. Et à droite, Agafia Likova, donc la famille Likov a été découverte par des géologues russes qui prospectaient en hélicoptère et qui ont vu des cabanes là, perdues au milieu de la taïga sibérienne, à plus de 250 km de la moindre localité, autant dire qu'ils vivaient là depuis une cinquantaine d'années. C'est une famille qui s'est isolée de la société russe de l'époque uniquement pour des raisons religieuses. Donc c'était une famille de 6 personnes, mais en 1998, Agafia Likova, donc une des filles, était la seule survivante et elle avait rompu donc tout contact avec la civilisation. C'est un journaliste, Vassili Peskov, qui a d'ailleurs édité 2 livres sur cette incroyable aventure qui a effectivement qui l'a fait connaître. Elle a maintenant des fans, mais depuis 1900, depuis sa découverte, on va dire, jusqu'à 2022 encore, elle a refusé de revenir à la civilisation. Elle a même refusé d'habiter dans une cabane toute neuve que ses supporters avaient construit pour elle. Alors le sauvage n'a pas que des avantages, le sauvage peut s'avérer dangereux et en tout cas le sauvage peut être comme un rappel à l'ordre pour l'espèce humaine. C'est ce qui est arrivé à Val Plumwood, l'Australienne, philosophe de l'environnement, qui en 1995, alors qu'elle faisait du canoë dans un parc national du nord du pays, a été attaquée par un énorme crocodile de mer. Elle raconte d'ailleurs cette rencontre tout à fait extraordinaire dans un ouvrage qui s'intitule Dans l'œil du crocodile. Et pour cette philosophe, pour elle, cette mésaventure, elle l'a vécue comme se rendant compte soudainement que les humains, finalement, sont de la viande pour les grands prédateurs. Elle a été remise à sa place, c'est-à-dire dans les chaînes alimentaires, et elle a de longs développements philosophiques sur cet aspect-là. Elle considère que la séparation nette entre le corps et l'esprit, qui est très ancrée dans le monde occidental, c'est ce qui nous empêche de nous considérer réellement comme partie prenante des écosystèmes terrestres, parce que ne l'oublions pas, Homo sapiens, c'est un mammifère. En bas, autre mésaventure arrivée, cette fois une Française, Nastasia Martin, ethnologue, spécialiste des peuples du Nord, qui a fait une rencontre avec un ours brun au Kamtchatka. Elle en garde d'ailleurs des séquelles physiques. Elle a relaté sa mésaventure dans un livre qui s'intitule Croire aux fauves. Cette rencontre brutale avec un animal aussi puissant que l'ours lui a fait dire qu'elle était un petit peu dans l'entre-deux-mondes, c'est-à-dire que c'était plus le monde des humains, c'était pas plus le monde des fauves, mais le monde entre les deux. Et elle considère maintenant qu'on ne peut plus penser l'homme sans penser son inscription dans le milieu qu'il habite, ce qui est une relative évidence pour un écologue. Voilà, le sauvage peut être dangereux, mais le sauvage peut sauver des humains. Le sauvage peut devenir une thérapie. C'est ce qui s'est produit dans 2 cas, 2 exemples, mais il y en a plein d'autres, hein, que j'ai choisi, celui en haut d'un homme, Doug Peacock, qui fut enrôlé dans les forces spéciales au Vietnam pendant la guerre que les Américains ont menée là-bas. Il est rentré de cette guerre complètement traumatisé. Et à l'époque, les chocs post-traumatiques n'étaient pas pris du tout en compte, hein, comme ils le sont maintenant. Et plutôt que de se suicider, comme l'ont fait beaucoup, beaucoup de vétérans, il a décidé de partir vers l'ouest et puis d'aller découvrir la nature. Et il s'est intéressé tout particulièrement au grizzly, dont il est devenu, avec le temps,
un des meilleurs spécialistes. Il a d'ailleurs rédigé un ouvrage spécifique sur les grizzlies. En bas, Lynx, c'est son surnom, en tout cas, c'est une femme, une jeune femme qui était toxicomane, qui a quitté la ville pour partir dans la nature, vivre comme une nomade dans une yourte et surtout retrouver les techniques de l'âge de pierre, la fabrication d'outils, l'utilisation du feu, etc. Et surtout, elle diffuse ses connaissances à travers des groupes et des stages. Et ce qui est intéressant de noter, c'est ce qu'elle dit, à savoir que quand un groupe veut essayer de vivre selon ses techniques et selon la manière dont vivaient nos lointains ancêtres, il faut absolument qu'il y ait de l'entraide et de la solidarité, sinon on ne peut pas y arriver. Elle, sa vie, ainsi que celle de nombreux autres Américains qui, après la crise économique de 2008, ont décidé de quitter la ville et de partir vivre d'une autre manière. Donc ces témoignages sont recueillis dans un ouvrage de Eric Valli, qui est documentariste, qui s'appelle Rencontre hors du temps. Et la science du sauvage, la science de la conservation, donc les sciences de la nature, si vous voulez, elle emploie peu, les scientifiques de la nature emploient peu le mot sauvage. Ils ont d'autres concepts pour aborder les questions de nature. Bon, le premier concept que vous connaissez tous depuis les années 90, la biodiversité, qui est devenu un terme un peu technoscientifique, sur lequel s'appuient un certain nombre de gestionnaires d'espaces naturels pour intervenir, bloquer des processus dynamiques justement au profit de certaines espèces de stade pionnier. Après, il y a le concept de féralité. Alors, que veut dire la féralité? C'est un phénomène finalement de réensauvagement naturel ou de dédomestication naturelle. C'est l'archétype évidemment du milieu de nature férale, c'est la friche agricole, hein, qui est abandonnée et qui ensuite évolue vers des milieux plus ou moins boisés, etc. Le concept de naturalité est utilisé par les scientifiques. Hein. La naturalité d'un écosystème, elle se définit de la manière suivante, c'est sa composition, l'intégrité biophysique, c'est la spontanéité des processus dynamiques et c'est la continuité spatio-temporelle. L'archétype là du milieu de haute naturalité, c'est la vieille forêt, hein, type Biélowieża par exemple. Le rewilding maintenant, dont vous avez aussi sans doute entendu parler, qu'on conserve comme ça, c'est-à-dire le mot anglais, c'est pas le seul concept dont on verra tout à l'heure que d'autres sont aussi utilisés en gardant la terminologie anglaise. Le rewilding, si vous voulez, c'est dans des zones qui sont plus ou moins déjà en déprise, donc de la nature férale, d'introduire certaines espèces, et particulièrement le rewilding, on en reparlera tout à l'heure quand on évoquera Rewilding Europe, c'est d'introduire des animaux domestiques, des herbivores, soit sauvages, soit domestiques. Là, vous avez un exemple, ce sont les chevaux de Przewalski, chevaux originaires des steppes de Mongolie, introduits dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, qui est une grande zone de 400 000 hectares en tout, 200 000 côté ukrainien, 200 000 en Biélorussie, qui est en libre évolution depuis la catastrophe du réacteur numéro de Tchernobyl. Ensuite, au milieu, vous avez l'image de l'archétype de ce qu'on appelle la wilderness, concept américain qu'on peut traduire par vastes étendues sauvages. Cette image de wilderness, elle nous vient évidemment du parc national de Yellowstone, qui est aussi le plus vieux parc national du monde, et l'archétype de ce qu'on peut considérer comme la wilderness à l'américaine, avec une faune tout à fait complète, surtout depuis la réintroduction du loup dans les années 95 et le retour du puma ou du glouton. J'ai mis une petite photo qui se rajoute pour montrer que le sauvage, pour s'exprimer, n'a pas besoin, enfin, dans la nature, il n'y a pas besoin que la nature soit vierge en clair pour qu'elle soit sauvage. La nature sauvage, ça peut être un terrain vague derrière chez vous qui est en libre évolution, ça peut être justement des herbes folles qui poussent sur le trottoir, c'est ça le sauvage, il s'exprime partout, le renard qui vient dans la ville, etc. Mais j'ai choisi un exemple de milieu qui est assez étrange. C'est une grande forêt qui se trouve en Biélorussie, la forêt de Naliboki, 200 000 hectares, qui à la fois a des zones protégées, notamment les grandes vallées alluviales et d'autres sites, mais aussi des forêts très exploitées avec des coupes rases, et aussi d'anciennes zones qui ont été drainées dans les années 60 par les soviétiques. Vous voyez là sur la photo un ancien fossé de drainage, mais qui ont été tous mis en barrage par les castors, ce qui a provoqué la création de très grandes zones humides. Donc, on est vraiment là à un espèce de mélange entre de la naturalité, de la féralité, de l'exploitation classique, mais une faune complète. Donc, vous avez évidemment les trois grands prédateurs, ours, loup, lynx, vous avez des grands herbivores,
libres, hein. Élan, bison et puis, sans parler de la présence du castor, de la loutre et puis des aigles, des tétraonidés, grues, cendrées, et cigognes noires nicheuses. Donc le sauvage, si vous voulez, peut s'exprimer, dans différents contextes, d'étendue, dans différents contextes de composition, dans différentes situations. Alors venons-en à ce que j'appelle le réveil du sauvage en Europe. Ce réveil du sauvage, pour moi, c'est plus le réveil des consciences, d'un certain nombre de conservationnistes sur l'importance de prendre en compte vraiment la nature sauvage. Si je prends le contexte européen, il y a différentes, choses que je veux absolument, pointer. C'est la création d'une initiative, qui s'appelle Wild Europe en 2005, qui réunit 3 grosses ONG, le WWF, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN donc, et BirdLife International. Et évidemment, cette création, cette initiative a permis de faire un lobbying auprès notamment du Parlement européen et des institutions diverses et variées pour prendre en compte la nature sauvage ou les derniers coins de nature sauvage. Ça a donné lieu en 2009 à un rapport présenté par le Parlement européen aux États membres et à la Commission, demandant expressément à ce que les derniers lieux les plus sauvages de l'Union européenne soient préservés. Wild Europe, donc, entre-temps, bah, est devenue une grosse machine puisque à ces ONG dont j'ai parlé au début, c'est aggloméré la Commission européenne, l'UNESCO, le Conseil de l'Europe. Et Wild Europe s'est donné une stratégie pour d'ici 2034, 5% de l'Union européenne doit être absolument préservé de façon stricte, de façon intégrale. Parlons maintenant de Rewilding Europe. J'ai un peu parlé du rewilding tout à l'heure, créé en 2011. C'est une fondation créée aux Pays-Bas et qui en fait récolte de l'argent pour financer des projets. Il y a 10 projets actuellement dans différents pays d'Europe, Écosse, Bulgarie, Roumanie, etc., Espagne. Des zones donc qui sont visées sont des zones avec de la déprise agricole, donc avec de la nature férale, hein, de la nature enfin des espaces naturels qui reviennent à la nature, mais en y ajoutant soit des espèces clés, ça peut être des vautours, ça peut être des grands prédateurs, mais c'est le plus souvent, c'est devenu un peu la marque de fabrique de Rewilding Europe, des herbivores. Donc ça peut être des herbivores sauvages, mais aussi des herbivores domestiques. Et à ce propos, on peut dire que Rewilding Europe a fait des petits, puisque une antenne existe maintenant en France, est en cours de constitution, et, et avec des projets évidemment. Et enfin, notons la création en 2014 d'une Société européenne de la wilderness. C'est une première, bien qu'il existe déjà une société de la wilderness, par exemple en Italie, c'est le seul d'ailleurs pays de l'Union européenne à posséder une telle société. La Société européenne de la wilderness, qu'est-ce qu'elle fait? Elle identifie les aires de wilderness selon ses critères évidemment en Europe pour les promouvoir, pour assister les territoires dans leur gestion et évidemment en augmenter le nombre. Eux aussi se donnent une stratégie pour aboutir à peu près à la protection de 5% du territoire européen pour les aires les plus sauvages définies comme étant des zones de wilderness. Pour le réveil du sauvage en France, ben, je vais faire une espèce de petite revue chronologique, si on veut. Création en 2005 de l'association Forêt Sauvage, qui est une association qui achète des forêts spontanées pour les laisser en libre évolution et qui édite une lettre dont je m'occupe, une lettre numérique avec 1600 actuellement abonnés, dont le dernier numéro, le numéro 26, est paru en avril 2023, qui s'intitule Naturalité. Les colloques ont été très importants pour marquer un peu les esprits et mettre un petit peu à l'agenda des gestionnaires, publics et privés, etc. Le terme de naturalité, ce sont les colloques de Chambéry sur la naturalité de 2008 et 2013 qu'on doit particulièrement à la motivation du WWF France et de son chargé de mission forêt, Daniel Valory. 2014, l'ASPAS, qui existe déjà donc, à l'époque, crée les réserves de vie sauvage. C'est d'ailleurs une marque déposée. Et on peut dire qu'à l'heure actuelle, en tout cas, ce sont ces réserves-là dites de vie sauvage qui respectent le mieux la définition stricte qu'on peut avoir de la libre évolution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chasse, pas de pêche, pas d'extraction quelconque.
2012 a été créé aussi un groupe de travail au sein de l'UICN France, du comité français, qui s'intitule Nature Férale et Wilderness. Donc, on peut appeler ça un groupe de travail sur la nature sauvage, qui a organisé des séminaires avec les scientifiques des sciences de l'homme et de la nature sur le sauvage, qui a audité un certain nombre de porteurs de projets, qui a produit une note sur la nature férale, qui a aussi encadré un travail un travail de thèse qui a mené à la réalisation de la première cartographie de la naturalité en France, et qui est en train de rédiger une plaquette sur la libre évolution pour les gestionnaires d'espaces naturels. 2019, création de l'association Francis Allais pour la forêt primaire. Vous avez, j'espère, tous plus ou moins entendu parler de ce projet qui consisterait à créer, pour l'instant, les sites qui seraient préfléchés se trouvent tous les deux dans le Grand Est, donc là, la région Grand Est, soit les Ardennes, Ardennes françaises belges, soit les Vosges du Nord avec le Palatinat. Donc l'idée, c'est de laisser se reconstituer, ça demanderait des siècles, hein, une forêt primaire, de type primaire, à partir de forêts qui, effectivement, sont loin d'être des forêts naturelles et même subnaturelles, sur à peu près 70 000 hectares partagés entre deux pays. En 2020 a été constituée une coordination libre évolution. C'est un regroupement d'associations et pas une nouvelle association, qui a un site internet que vous pouvez consulter, et donc qui regroupe un certain nombre d'associations. On retrouve l'ASPAS, Forêt Sauvage, Animal Cross, qui anime la coordination, l'association Francis Allais, mais aussi beaucoup de grandes associations régionales comme Alsace Nature, Bretagne Vivante, FNE Aura, FNE Midi-Pyrénées, et d'autres associations. Je ne vais pas tous les citer, et nous participent à nos réunions un certain nombre de gestionnaires d'espaces naturels. Donc on organise des conférences comme celle de ce soir. Les gestionnaires d'espaces naturels, justement, parlons-en, même si leur stratégie première était d'intervenir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour maintenir des espaces ouverts. Donc finalement, ils interviennent contre l'évolution naturelle. Un certain nombre de scènes, de centres, de conservateurs d'espaces naturels ont lancé des programmes, comme celui de Normandie avec son programme régional sur les espaces en libre évolution, ou celui d'Auvergne avec un réseau de forêts anciennes. Et parlons du Conservatoire du littoral, qui est un gestionnaire important, public, et qui, dans sa stratégie pour 2050, a intitulé Tiers naturel, envisage de mettre 30% de ses sites en libre évolution. Le conservatoire est propriétaire de 21 000 hectares de forêt, et donc très clairement, dans les aménagements forestiers, entend mettre 30% de ces forêts en réserve. Alors, on a passé en revue un certain nombre d'associations, leurs projets, de réalisations concrètes, de motions, de textes, etc. Mais tout ça a aussi, comment dire, comme arrière-fond, un mouvement global, et notamment à travers les mots. Et un certain nombre d'éditeurs ont fait le choix de travailler sur ces questions écologiques et sur cette notion de nature sauvage. J'en vois deux en tout cas qui ont déjà commencé il y a très longtemps. C'est les éditions Wild Project et les éditions Gallmeister. Wild Project surtout spécialisé sur la pensée écologique, a traduit énormément d'auteurs de toute nationalité. Gallmeister traduit essentiellement des ouvrages américains. Alors, il a évidemment beaucoup de romans, mais beaucoup de littérature qu'on appelle le nature writing, avec des auteurs. Justement, on retrouve Doug Peacock, Rick Bass, Edouard Abeille, voilà, Stengner, donc des gens que j'ai cités tout à l'heure, qui donc font des textes tout à fait allégoriques sur la nature sauvage. Il y a évidemment plein d'autres ouvrages que vous voyez là, qui sont parus là depuis les années 2015, 2016, etc. Des ouvrages évidemment en langue anglaise aussi pour les ouvrages scientifiques. La liste complète se trouve sur une liste de référence que j'ai rédigée et donnée à la coordination Libre Évolution, que vous pouvez demander. On peut vous envoyer le PDF avec la liste de tous les ouvrages que j'ai utilisés pour réaliser cette conférence. Les mots sont importants, les actions aussi, mais je voudrais rendre hommage à Bernard Boisson, un artiste photographe qui accompagne le mouvement en faveur et l'éveil des consciences sur le sauvage depuis toujours,
qui a lui-même écrit et illustré évidemment avec ses photos 2 ouvrages, La forêt primordiale et un second, Nature primordiale, mais surtout la forêt primordiale avec les photos de Bernard qui sont assez uniques dans leur genre, parce que à l'esthétique, évidemment, il ajoute une ambiance que seuls les gens qui apprécient les vieilles forêts peuvent comprendre, à savoir ces clichés traduisent l'intemporalité, la permanence de ces vieux arbres, etc. Et en même temps, le changement, si on veut. Mais un changement lent, surtout dans les vieilles forêts très très stables et résistantes. Donc voilà, je voulais terminer ma conférence par une petite citation d'un ami naturaliste et philosophe: le sauvage est l'esprit du vivant. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Claude pour cette belle conférence. Maëva, est-ce que tu as des questions? J'en vois une, Corinne. Bonsoir, non, j'ai pas de questions, je voulais juste applaudir, je me suis trompée de petite main, mais par contre, j'ai bien noté toutes ces références qui sont intéressantes à aller consulter. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai pas de questions pour l'instant, mais en tout cas, tout le monde vous remercie, Jean-Claude, pour cette superbe conférence. Moi, j'en aurais une peut-être, Jean-Claude. Comment tu vois un petit peu l'avenir de la libre évolution? Parce que tu nous as fait un joli historique du passé. Aujourd'hui, on en est là. Comment tu projettes les choses dans l'avenir avec l'expérience que tu as pu vivre? Que je vis encore. Tu vis et que tu vis encore. Il faut bien avoir conscience, pour ceux qui auraient écouté mes conférences sur la peur de la nature, j'ai évoqué cette notion de peur de la nature. On vit quand même dans un contexte d'hominisation complète de la planète. Vous comprenez ce que je veux dire? L'homme est déjà partout et il veut encore augmenter son emprise. Si aujourd'hui il y a une conscience qui s'éveille en faveur du sauvage, je la vois aussi comme un geste de survie, quoi, pour dire non à l'artificialisation complète de la planète, parce qu'on y arrive. Quand je parle d'exploitation effrénée, il n'y aura plus beaucoup d'endroits bientôt qui ne seront pas à l'abri de ceux qui cherchent à faire du profit avec toutes les ressources naturelles. Donc, non seulement défendre ce qui existe, mais si on veut encore avoir et pérenniser des zones qui actuellement sont effectivement en libre évolution, mais sans aucune garantie de protection, eh bien, il faut vraiment agir sur les consciences, et ça, c'est le plus difficile. Parce que l'homme occidental que nous sommes a cette espèce d'irrépressible, j'en avais parlé lors de la conférence où je parlais de François Terrasson, l'irrépressible volonté de tout contrôler, de maîtriser. Et ça, c'est difficile. Donc même quand on parle de réensauvagement, les uns parlent de réensauvagement passif, c'est-à-dire on laisse faire la nature à partir du moment où on constate qu'elle est en train d'évoluer librement, on la laisse, on laisse faire. On ne sait pas vers quoi finalement elle va nous amener cette nature, mais entre guillemets on lui fait confiance. Ou alors un réensauvagement qui n'a de réensauvagement que de nom et où on intervient. On va intervenir pour introduire des espèces, surtout si elles sont domestiques. Bon, parler de sauvage et réintroduire des espèces domestiques, ça paraît comme ça peu conciliable. Imaginons que ce soit des espèces rustiques, qu'elles soient libres, etc. Après, il y aura le problème de pas d'herbivorie sans prédateurs. Il faut des grands prédateurs dans un milieu naturel, sinon vous êtes en déséquilibre. Donc, ça pose plein de questions, plein de problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, on est prêt à lâcher prise? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est un débat qui est plus, à mon avis, philosophique, éthique,
que technico-scientifique, quoi. C'est vraiment là que les questions se posent. Parce que quand vous regardez, en France, il existe des réserves intégrales, mais on peut y chasser. Il existe des cœurs de parcs nationaux, il y a du pâturage. Il existe des réserves naturelles, on peut couper du bois, on peut chasser, on peut aussi faire du pâturage. Donc, où sont les espaces où on ne fait rien du tout, où il n'y a aucun usage? Eh ben, ils sont très, très restreints. Très restreints. Moins d'1% en France. Donc, c'est. Et on a l'impression, quand on met en avant les idées en faveur du sauvage, que ben, il y a une réprobation assez unanime quand même. Alors elle est surtout évidemment catalysée par des lobbies très anti-nature, mais elle peut être partagée par une grande partie de la population. Le sauvage ne dérange pas les gens quand ils vivent loin, mais évidemment, s'ils vivent tout près, ça les dérange. Hein, les gens sont globalement, quand ils vivent en ville, ils se disent oui, oui, on est d'accord pour le loup. Et puis s'ils se promènent en montagne et que tout d'un coup ils voient un patou qui protège un troupeau, qui est là parce qu'il y a du loup, qui les aboie, qui va vers eux de manière un peu menaçante et haute, voire qui pourrait éventuellement mordre l'un ou l'autre, évidemment là ils sont tout à fait d'accord. C'est ce que m'avait dit un ami, hein, il m'avait dit le sauvage c'est bien mais pas chez moi. Alors, j'ai quelques questions là sur Facebook. Comment réorganiser les conservatoires d'espaces naturels ou les CPIE qui ont axé beaucoup de leurs travaux sur l'entretien et la gestion des espaces naturels? Bah, c'est une très bonne question que se pose le groupe de travail auquel j'appartiens, sur la nature sauvage à l'UICN, et qui va organiser un webinaire pour justement les gestionnaires d'espaces naturels. Moi-même, je ferai une conférence pour les gens qui interviennent sur les sites de toute la région parisienne, par exemple, pour essayer de les convertir à accepter de lâcher prise dans un certain nombre de cas sur les sites, quoi. Moi, j'ai jamais dit qu'il fallait que tous les sites soient laissés en libre évolution, mais il me semblerait quand même souhaitable qu'il y en ait un certain pourcentage. Quand on dit qu'on veut protéger la nature, alors on la laisse faire, on lui fait confiance. J'ai une autre question. Comment faire en sorte que des terrains privés puissent devenir sauvages de façon durable? Alors là, il y a des gens beaucoup plus calés que moi à la coordination, à Animal Cross, qui pourraient répondre. Il y a ce qu'on appelle les fameuses obligations réelles environnementales, et je pourrais passer plutôt la parole à soit Valérie Thomé, soit Dominique Souchy. Alors effectivement, il y a les obligations réelles environnementales. C'est un contrat qu'on signe chez un notaire. Et en fait, ce contrat permet aux propriétaires de rester propriétaires. Et il se signe à deux. Donc il y a un co-contractant qui peut être une association de protection environnementale ou une collectivité territoriale. Et en fait, ce contrat permet de choisir de protéger totalement son terrain jusqu'à 99 ans. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'associations de la coordination Libre Évolution qui sont disposées à jouer ce rôle de co-contractant. Vous pouvez nous les envoyer si vous connaissez des gens intéressés. Voilà. J'ai une autre question. Comment favoriser l'idée de nature dans les formations de type BTS, gestion donc GPN, donc je crois que c'est gestion de la nature, au-delà des initiatives individuelles? Là, c'est pas moi qui fais les programmes, hein, donc c'est clair que dans ces BTS, pour avoir professionnellement reçu un certain nombre de jeunes étudiants qui venaient en stage, forcément, ils sont d'emblée formés pour intervenir, formés pour, dans un paysage, voir la friche comme un ennemi de la pelouse calcaire, et surtout pas se préoccuper à côté de l'agriculture industrielle et de ses ravages, quoi, parce que là, on part du principe qu'on peut rien faire, quoi. Donc, c'est une question auquel je n'ai pas de réponse. Sinon, oui, comme vous dites, c'est pas quelques interventions, parce qu'ils travaillent avec des intervenants extérieurs.
Donc, c'est pas parce qu'il y aura un intervenant extérieur qui viendra, parler, des bienfaits de la libre évolution que ça changera beaucoup l'état d'esprit. Après, bon, ça peut jouer comme un déclic, hein, parce que je connais beaucoup, beaucoup quand même d'étudiants, mais pas au niveau BTS, au niveau master, qui, tout d'un coup, se sont rendus compte des masters très orientés quand même sur la gestion des milieux naturels, hein, qui, bah, tout d'un coup, ne se sentaient plus du tout en adéquation avec, les cours qui suivaient et les orientations du master et qui, bah, venaient vers nous, vers des différentes personnes qui défendent le sauvage en disant: «Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire?» Parce que quand on n'intervient pas avec des plans de gestion à 5 ans pour dire: «Il faut faucher ceci, il faut mettre des animaux là, il faut débroussailler à tel endroit», les gens se disent: «Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors si on fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait?» Si on laisse faire la nature, il y a rien à faire. Là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a à faire des recherches historiques sur, il vient d'où mon milieu naturel? Plus rien. Aucun milieu naturel actuellement en France, même ceux qui sont considérés comme des vieilles forêts, Fontainebleau ou la Massane, sont des milieux qui ont été autrefois, et plusieurs siècles en arrière, utilisés par l'homme. En Europe, tout a été quasiment utilisé, tout, tout. Rares sont les milieux dont on pourrait dire qu'ils sont entre guillemets «vierges». Donc, partant de là, tout est féral quasiment. Même dans les parcs nationaux, sauf la très haute montagne, hein, bien sûr, mais partout, tout, jusqu'à une certaine altitude, tout a été utilisé et depuis très longtemps, depuis le néolithique, pour un certain nombre d'endroits. Donc, on pourrait dire que, la comment dire? Il y a vraiment un historique, quand on est responsable d'un site, par exemple, il y a un historique à faire, d'où viennent les usages anciens et puis aussi comprendre l'importance qu'ont eu les usages sur l'écologie de votre milieu. Essayer de comprendre, ce qui se passe et vers quoi éventuellement il pourrait évoluer si justement on ne fait rien. Alors il y a déjà ça. Ensuite, il y a beaucoup d'informations à faire parce qu'autour de votre site, il y a d'autres usagers qui évidemment verraient d'un mauvais œil que vous laissiez, votre site évoluer librement. Donc il y a un gros travail d'information, de sensibilisation à faire. Et puis, ben, des suivis, hein, rien n'empêche de mettre en place des placettes, parce qu'il ne faut pas croire que quand vous abandonnez un milieu ouvert, il va obligatoirement revenir à la forêt. Ça dépend de tellement de facteurs. On le voit dans un certain nombre de contextes, il y a, des milieux qui, entre guillemets, ne sont pas colonisés par la forêt, pour X raisons, hein, des raisons de sol, des raisons d'anciens usages, des raisons topographiques et cetera et cetera. Le type de végétaux qui poussent, qui empêchent effectivement, l'émergence de semis, bon voilà, il y a plein de conditions biotiques, abiotiques qui font que certains milieux ne se referment pas comme on dit dans le jargon des gestionnaires. Mais pour le reste, bah, évidemment, la plupart ces milieux-là, ils mettront le temps, mais ils évolueront vers un stade forestier, mais on ne sait pas lequel. Et donc c'est ça peut-être qui gêne le plus, c'est qu'on ne sait pas où on va. Et l'inconnu, pour un gestionnaire, ça paraît quelque chose d'insurmontable. OK, bah, écoute, je crois qu'il y a plus de questions. Et ben, on en est pile à 45 minutes, donc c'est parfait. Et ben, merci beaucoup Jean-Claude pour cette belle conférence et à bientôt pour de nouvelles conférences sur la page Facebook de la Coordination Libre Évolution. Merci à tous pour votre participation. Au revoir. Au revoir.